Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne et de tout premier balado. Aujourd'hui, on a eu la chance d'échanger avec notre tout premier invité, Yannick Vincent, et de parler de ses diverses expériences au sein de Souci Techno. Ce que j'ai vraiment aimé de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment parlé de l'importance de l'humain dans la transformation numérique. On a parlé aussi des nombreux succès que Yannick a connus au sein de Souci Techno, mais surtout du lien entre les deux, à quel point l'implication et le rôle de l'être humain, c'est important dans les succès de transformation numérique. Je rajouterais aussi de ce qui m'a marqué dans notre échange, c'est vraiment le fait qu'ils veulent être en continuel changement, toujours s'améliorer et ça ne leur dérange pas de faire des erreurs tant qu'ils continuent d'avancer dans leur projet. Pour eux, c'est un succès. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur cet échange, joignez-vous à nous. La mission du Gym numérique est d'offrir du contenu scientifique vulgarisé, accessible aux entreprises en lien avec leur transformation numérique. Ce contenu a pour objectif de vous aider à bien vous orienter et ainsi augmenter vos chances de succès. Nous ajoutons maintenant en complément à notre chaîne YouTube des balados afin d'échanger avec des gens du terrain et du domaine académique. Et ce pour approfondir vos connaissances de la transformation numérique et vous offrir des conseils privilégiés. Nous sommes Jonathan Simard et Marie Charbonneau-Genet et nous vous souhaitons la bienvenue. Bonne écoute! Bonjour, on accueille notre tout premier invité à notre podcast aujourd'hui, Yannick Vincent. Une petite description de son parcours. Yannick Vincent a obtenu son baccalauréat en génie industriel en 1996 à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a ensuite débuté sa carrière professionnelle en tant que gestionnaire en amélioration continue, d'abord chez Inglis et ensuite chez Souci Techno. Chez Souci Techno, il a occupé plusieurs postes au fil du temps, dont gestionnaire en amélioration continue, directeur de la qualité, directeur de la transformation du caoutchouc, directeur TI et finalement aujourd'hui directeur TI et projet majeur. Yannick cumule plus de 20 ans dans le milieu du caoutchouc. Il a d'ailleurs collaboré avec le Centre XP de Magog sur la rédaction du manuel scolaire du DEP, opération d'équipement de production caoutchouc. Au niveau de la transformation numérique, c'est l'instigateur et le principal gestionnaire de projets portant sur la réflexion et l'implantation de la structure numérique chez Souci Techno. Donc, bienvenue parmi nous, Yannick. Merci. Bon après-midi. On est très heureux de te recevoir comme tout premier invité. Puis, j'aimerais ça te poser une première question. Quel a été ton réflexe quand on t'a approché à venir participer à notre podcast? Oh non, parler en public. Mais je suis pas trop inquiète de comment ça va se dérouler. Mais sache que ça nous a vraiment marqué parce que tu as vraiment utilisé le terme « je me sens un peu comme un imposteur ». Est-ce que tu peux élaborer sur ce sujet? Je me sens pas un spécialiste. J'ai pas étudié en numérique. Je travaille avec des programmeurs, je connais rien en programmation. Fait de me faire approcher par des gens dans le domaine, oui, je me sentais imposteur, là. Mais nous, ça nous a vraiment marqué ce mot-là, imposteur, parce que je pense que dans le milieu de la transformation numérique, énormément de gens se sentent comme des imposteurs. Puis pour nous, ça nous fait plaisir de recevoir quelqu'un qui a l'humilité de dire qu'il se sent imposteur parce que ça vient ramener tout le monde un peu terre à terre, puis savoir que c'est possible pour tous d'accomplir ces projets-là. Puis on va avoir l'occasion aussi de voir plus tard qu'il y a quand même des beaux succès là, qui ont été réalisés chez Souci Techno là, dans les dernières années. On va en reparler un petit peu plus tard, là, mais parfait. Je pense qu'on va pouvoir défaire ça assez rapidement. On est fiers de ce qu'on a fait. C'est juste qu'on ne se sent pas expert dans le domaine. Puis c'est sûrement pour ça que vous avez autant de succès, parce que vous savez qu'il y a des étapes à franchir, puis l'échelle, elle ne peut pas être montée d'un seul coup, mais qu'il y a des étapes petit à petit qui vous permettent d'accomplir les projets que vous mettez de l'avant. On va en parler plus tard, on ne va pas tout de suite gâcher la surprise. On a parlé que tu étais maintenant chez Souci Techno. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle au sein de l'entreprise, directeur de projet majeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque département, ils sont responsables de leur amélioration continue, mais on parle de projet majeur quand il y a un projet qui touche plusieurs départements ou quand ça touche beaucoup de professionnels, bien, on demande d'avoir des gens juste pour faire la colle entre ces départements-là. Fait que chacun veut être maître de son domaine, mais il faut être sûr que toutes les choses arrivent ensemble. Exemple, la maintenance, vont dessiner les machines, vont venir la mettre en place, mais ils ne penseront pas à avertir la production qu'entre telle heure et telle heure, il faut qu'ils se préparent puis ils vont être dans les jambes. Fait que c'est juste de faire le lien puis de communiquer puis de s'assurer que tout va bien pour restreindre la portée du projet puis déranger le moins possible la production. OK. J'aime bien le mot « colle », c'est aller coller tous les départements ensemble pour le succès des projets. Oui. Jo, je te laisse la prochaine question par rapport à l'accompagnement qu'ils ont eu avec le Centre national
intégré du manufacturier intelligent, le CNIMI. Fait que dans le fond, juste pour positionner les gens qui nous écoutent, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yannick en visitant l'usine de Souci Techno à Sherbrooke. Et dans le cadre d'un accompagnement qui a été demandé par Souci Techno. Et moi, tout de suite, ça m'a frappé l'esprit, je vais oser dire la vibe, là, même si c'est un anglicisme. La culture. La culture. Merci beaucoup, Marie. La culture. Puis, il y avait quelque chose de très humain là, et accompagné de beaux succès. Mais de quelle façon l'accompagnement que moi et Tommy, on vous a donné, ça vous a aidé? De quelle façon ça vous a permis de... Okay, la première étape, nous, on s'était lancé dans le numérique en voulant connecter notre ERP à un BI. Fait que pour ça, on a fait affaire à une firme externe qui nous a fait le premier bloc. Ça a vraiment bien été, mais on n'a pas appris assez vite comment ça fonctionne. Fait que ce qu'on voulait, c'est avoir des gens qui venaient nous influencer puis nous dire les prochaines étapes, quelle sorte de gens ça prend pour embaucher. Fait que nous, on voulait embaucher quelqu'un à l'interne pour nous aider. Fait que le CNIMI nous a aidé à trouver quelle sorte de tempérament, quelle sorte de personne, quelle sorte de logique les gens ont besoin d'avoir pour être capables de venir nous aider dans l'infrastructure. Oh. Tout va bien. Des fois, les micros, ils ne veulent pas qu'on performe, mais on va s'adapter au cours du podcast. Ouais, fait que ça, c'est la première étape. Là, c'était de trouver quelqu'un. Là. Après, la deuxième étape, c'était de nous aider à trouver un partenaire pour être capable de nous aider à faire notre prochain bond dans l'infrastructure numérique. Puis, est-ce que vous êtes une entreprise qui est quand même beaucoup tendance à aller voir l'accompagnement externe afin de vous faire challenger ou c'était une occasion unique de travailler avec le CNIMI? On essaie de se dire qu'il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Fait qu'on se dit toujours dans quoi on veut être bon puis dans quoi on ne veut pas être bon. Bien, il y a des domaines où ce que c'est pas là notre expertise. Fait qu'on va chercher à l'externe. Puis il y a d'autres domaines où ce que ça se fait pas à l'externe. Fait que là, on décide de le faire à l'intérieur. Là. Fait que ce qui existe déjà, souvent, on essaie d'aller chercher des partenaires à l'externe. Génial. C'est quand même un bon réflexe pour les entreprises de savoir où sont leurs forces et où sont leurs faiblesses, puis d'aller se faire accompagner. Jonathan et moi, dans le gym numérique, on incite souvent les gens à reconnaître leurs faiblesses et d'aller se faire accompagner. Donc, c'est intéressant de voir que dans une entreprise qui réussit, vous êtes quand même capable de dire, bon, bien, ce domaine-là, on a besoin d'accompagnement, de se faire challenger de l'externe. C'est vraiment un bon point pour toute entreprise qui nous écoute. C'est quand même intéressant de pouvoir faire affaire avec l'externe dans des moments critiques. Un petit résumé, finalement, Souci Techno, vous êtes bon pour faire du caoutchouc, vous vous concentrez sur le caoutchouc, puis quand c'est autre chose, bien, on ne se gêne pas pour aller collaborer avec des gens à l'extérieur. Exactement. Avant de tomber à plus les projets que vous avez faits au sein de votre entreprise en transformation numérique, je voulais te poser une question. Pour toi, la vision du 4.0, donc la vision de la transformation numérique, c'est quoi? Comment tu définirais ça, le 4.0? J'aurais nommé ça le génie industriel de l'abstrait. Avec le 4.0, pour moi, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui est en arrière dans les données, dans l'informatique. Je le vulgarise comme ça. Là. C'est pas scientifique, là, mais... Non, c'est ta propre définition, puis c'était la question, donc c'est parfait. Puis comment tu fais pour mobiliser des gens à faire des projets qui sont dans l'abstrait des choses? La plupart des gens, quand ils font partie du projet, ne savent même pas qu'on va faire les choses en arrière. Fait que le but, à part les programmeurs ou les spécialistes là, qu'on va embarquer après, les premiers intervenants, c'est ceux qui vont faire, ceux qui vont utiliser. Fait qu'on n'a pas encore déterminé quand eux sont impliqués que ça va être du abstrait ou qui va les aider. Fait que la plupart des gens s'en rendent même pas compte. Ah, c'est génial. Ça veut dire que la résistance des fois on vit par leur changement n'est pas présente parce que c'est comme tellement bien intégré au projet. Donc, ça peut être intéressant quand même. Bien, la résistance au changement est là quand même parce qu'on arrive avec un projet, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte les informations qui se promènent en arrière ou qui se passent. Là. Fait que ce côté-là ne leur fait pas peur parce qu'ils ne le voient pas. Là. Ils voient juste le résultat dans leur écran puis ce qui se passe, mais ils ne voient pas tout ce qui est en arrière. Génial. Bien, je passerai vraiment au projet. L'entreprise Souci Techno, c'est qui? Comment vous avancez dans vos projets? On avait parlé lors de notre préparation que vous aviez fait un plan numérique, mais que maintenant, au quotidien, c'était une toute autre approche. Est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé de c'est quoi la méthode que vous avez utilisée pour
entamer votre transformation numérique? Oui, dans le tout début, la transformation numérique, c'est une affaire de tout le groupe. Là, on est beaucoup d'entreprises dans le groupe. On a 12 sites. Fait que les 12 sites, on avait décidé de partir d'un programme de 4.0. Tranquillement, pas vite, on s'est remarqué que toutes les usines, on est différents, puis chacun, il fallait qu'on fasse des pas de façon différente. Fait que, tout de suite après la première implantation de ERP, on a décidé d'arrêter, puis de chacun faire de notre côté ce qu'il allait payer dans notre usine pour aider le groupe. On reste dans un groupe, il faut aider le groupe, mais chacun, il faut être différent pour être capable d'aider le groupe. Fait que chacun a décidé de faire son plan, chacun de son côté. Puis là, je dis un plan, mais chez Techno, notre plan, il se bâtit au fur et à mesure. Fait qu'on essaie de voir c'est quoi la prochaine opportunité, vers où ça va pour réagir notre plan. Fait qu'au début, c'était un gros plan 5 ans, là, mais on a vite désenchanté parce que dans les 5 dernières années, la vie a changé beaucoup. Oui. Fait que notre plan a changé. Fait qu'on passe moins de temps à faire notre plan, puis plus à c'est quoi la prochaine année, c'est quoi les prochains pas qu'il faut faire pour avancer. Et puis la dernière fois que vous aviez... Désolée. Tu avais vraiment utilisé le mot « on se base beaucoup sur notre instinct ». Je pense que ça change un peu de « j'ai mis un plan match pour 5 ans ». Ce qu'on se fait recommander de faire, fais-toi une planification stratégique, enligne-toi dans le côté du numérique, puis suis ton plan. Mais quand tu as utilisé le mot « instinct » pour ton quotidien, puis on rejoue un peu tout le temps sur nos priorités parce que exactement l'environnement externe change, comment tu définirais vraiment que tu prends les décisions par instinct? Comment qu'on réagit, là, c'est que je dis souvent qu'il faut travailler sur 2 choses. Il faut travailler sur le problème puis sur la perception. Fait que l'instinct, c'est là que je dis, là, on regarde les gens, c'est où qui utilisent, c'est où qui travaillent, puis on réoriente vers ce qui est utilisé. Des fois, c'est pas ce qu'on pensait le plus payant, mais on aime mieux un outil qui est utilisé, même s'il est moins bon, qu'un super bon outil qui reste sur la tablette. Fait que c'est un peu la même chose. On essaie de regarder c'est où que c'est utilisé, puis ben, on réoriente notre plan dans cette direction-là. C'est vraiment bon. Je pense que... Puis Joe, tu me corrigeras si notre opinion à titre de gym numérique, je me trompe, mais je pense que c'est important de, oui, avoir une direction, une lignée, mais il y a tellement d'imprévus que de vouloir rester sur ta ligne puis vraiment jamais revalider ton objectif ou la priorité dans ton chemin, ça peut nuire un peu à ton succès, là. Mais là, moi, je connais un peu plus l'arrière-plan. Puis dans ce que tu as dit, il y a plein de choses qui sont impliquées là-dedans. Là. Peux-tu juste rapidement nous résumer peut-être la structure du groupe Souci, juste pour que les gens comprennent un peu comment c'est structuré? Oui, le groupe Souci, c'est un groupe qui est là pour développer des systèmes de chenilles, pour se promener hors route, tout ce qui est hors route puis ce qui est difficile pour les chenilles. Fait que le groupe Souci, c'est plusieurs usines qui vont nourrir la dernière usine d'assemblage. Fait qu'on fabrique le caoutchouc, on moule le caoutchouc, on a des fonderies, des machines shop pour fabriquer les pièces. Fait que il n'y a pas une usine qui est pareille, c'est chacun a sa spécialité pour fabriquer les pièces qui vont finir dans un système de chenilles. Fait on peut s'entraider dans des systèmes, mais c'est tout ce qui est hors production où on peut s'aider, ou ce qui est de la non-valeur ajoutée. Fait qu'on essaie ensemble de la limiter, mais où ce qui est la valeur ajoutée, bien, il faut être chacun spécialiste dans le domaine. Là. Fait que c'est là que ça met un peu de complexité. Ouais. Puis l'autre chose, tu as débuté en disant, on a débuté notre plan numérique puis notre transformation numérique avec le déploiement du projet d'ERP. Comment ça a été, ce projet-là? C'est un gros projet, c'est toujours difficile, un ERP. Tout le monde, on veut commencer, ça part toujours beau jusqu'à ce qu'on embarque dedans parce que tout le monde, on a du quotidien à faire. Puis un ERP, c'est un projet qui se fait en plusieurs mois. Fait qu'il ne faut pas perdre le cap. Non, c'est jamais des projets faciles. Là. Chez nous, ça s'est très bien passé avec le résultat, mais dans le quotidien, ça a quand même été dur. Il y a beaucoup d'embûches, il faut ramener le cap, il faut être sûr qu'on ne lâche pas l'objectif. Mais chez nous, c'est ça. Ça l'a bien terminé, ça l'a bien fini, mais il y a eu des vagues. Là. Puis, si je te disais qu'il y a une étude, elle date un peu, mais quand même est encore d'actualité dans l'aspect technologique, qu'il y a 70% des entreprises qui implantent un ERP qui vivent un échec technologique. Est-ce que ça te surprend? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu quand vous avez débuté? Parce que là, toi, tu as dit que ça a très bien été. Puis quand on pense à ce que tu nous as expliqué, tu sais, implanter, faire la sélection, implanter, puis être fonctionnel sans être à la perfection en 9 mois, c'est comme un exploit exemplaire.
Oui, ça l'a très bien été, mais on a parti avec une bonne prémisse. Là. Notre but, c'était de détruire notre ancien ERP parce qu'il nous créait des problèmes. Okay. Fait qu'on s'est dit, on ne veut pas arriver avec une voiture neuve là, avec tous les gadgets. Notre but, c'est de décommissionner puis de repartir. Puis une fois parti, on s'est dit, on partira en amélioration continue. Fait que les temps qu'à où on voudrait, c'était non, on passe de un pour un autre as is. Puis une fois que c'est fini, après, on prendra les années qu'on veut pour améliorer. Puis c'est le meilleur coup qu'on n'a pas pu faire. Là. Okay. Ça limite les changements, ça limite les attentes. Et plus le délai est court aussi entre le début et la fin, moins la vie de l'entreprise a changé. Fait que plus ce qu'on a planifié peut arriver. Fait, non, je ne suis pas surpris, chiffre 70%, je trouve ça gros. Mais plus c'est long, pire c'est. Fait que j'ai pas de misère à le croire. Puis là, Marie est allée révéler le nombre de temps que ça vous a pris pour la transition, 9 mois. Quand tu dis 9 mois, c'est-tu 9 mois entre le démarrage, le kick-off du projet, puis le go live, ou c'est 9 mois? Oui, c'est 9 mois une fois qu'on a déterminé le monde puis qu'on a lancé l'équipe de go live de projet. Il y a eu 1 an de préparation avant pour mapper le ASIS. Fait qu'on a eu quand même beaucoup de temps avant de préparation, mais qui incluait beaucoup moins de gens. Alors que quand on a parti le Go Live, on a sorti des gens de leur quotidien. Fait qu'ils travaillaient plus, il n'y avait plus de quotidien de day-to-day. Ils étaient 100% dédiés au ERP. Fait que c'est pour ça qu'on a réussi. Fait que le 9 mois, c'est une fois qu'on a sorti les gens qu'on a dit go. OK. Puis là, j'aime beaucoup la partie que tu dis, on a pris le tel quel, on a travaillé avec. Après ça, on est allé chercher, on est allé mettre les briques qu'on voulait rajouter par la suite. Mais est-ce que tu penses que c'est ça qui a vraiment fait le plus la différence, le fait que vous avez choisi de... Oui, je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'on l'a pris le plus petit possible, puis on s'est dépêché à le livrer avant que l'entreprise ait trop changé. Je pense que ça, c'est le gros gain qu'on a réussi à faire. Là. On a aussi choisi un ERP qui se met à jour à chaque année, fait qu'on n'a pas besoin de refaire un projet pour le remettre à jour. C'était dans nos... On ne veut pas être bon là-dedans, fait qu'on se dit on le fait une fois puis c'est fini. Fait que ça aussi, c'est une autre bonne chose qu'on a faite. Mais aussi l'aspect, tu me corrigeras si je me trompe, mais de ne pas prendre le flafla, là, vraiment, qu'est-ce qu'on a besoin, puis après ça, on se questionnera parce qu'on entend beaucoup d'entreprises quand ils pensent à faire un projet d'intégration d'ERP, ils veulent que là, ça soit la perfection, que ça réponde à tous leurs besoins. Puis là, ils tombent dans un processus, premièrement, excessivement long, mais aussi très personnalisé, qui deviennent comme dépendants un peu des programmeurs, etc. Puis c'est comme une roue sans fin. Fait que ça aussi, ça devait comme faciliter votre succès, là, de dire, regarde, on va avec la base, on est capable de faire ça, puis on peaufinera à travers les années selon nos besoins. Puis tu l'as bien mentionné, on l'a fait sur une courte période de temps. Fait que l'entreprise n'avait pas tant changé, mais à travers les années, l'entreprise va changer. Fait qu'en se donnant la flexibilité de pouvoir ajuster dans le futur, j'imagine que ça peut être quand même avantageux de le faire de cette façon-là. Là. Oui, mais ça prend une direction qui y pense. Là. Fait que nous, la tête dirigeante avait décidé que... Parce que tout le monde veut, quand il rentre dans le projet, changer des petites choses. Mais c'est important que ça soit communiqué aux autres directeurs, qu'eux l'en parlent à leur équipe pour pas que les attentes soient là, parce que sinon, c'est vite qu'on tombe dans le custom ou dans le... Oui, dans le personnalisé. Oui. Bien, on va prendre une petite pause, puis on vous revient avec d'autres projets. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent qui vous souhaite une bonne écoute. Donc, c'est vraiment plaisant d'avoir des histoires de succès. Donc, on revient avec Yannick de Souci Techno. Là. Justement, on s'était laissé juste avant avec le succès de leur déploiement du ERP. Et là, on voudrait aller aussi à qu'est-ce qui a pu favoriser que ça fonctionne bien, mais vraiment autour. Et si tu es à l'aise avec ça, je serais curieux de savoir c'est quoi les valeurs de Souci? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oh, oui. Avant de commencer, là, les valeurs, là, pour nous, c'est comme une base qui n'est pas négociable. Là. Fait que si tu embarques, il faut que ça fitte avec toi. Puis sinon, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que d'autres valeurs sont pas bonnes, mais il faut aller ailleurs. C'est comme un mariage. Il n'y a personne de parfait, mais est-ce que ça va bien ou pas ensemble? Bien, si oui. Fait que nos valeurs, on a le cœur à l'ouvrage. Fait que quand on est au travail, on est 100% là. Puis après ça, on décroche. On est capable de faire nos choses familiales. On avance ensemble. Fait qu'on est un groupe de plusieurs usines différentes, mais on a tous le même objectif final. Fait qu'il faut s'aider pour ça.
On n'a pas peur de se tromper. Ça, c'est le bout important là, chez Souci. Il faut essayer beaucoup de choses pour innover. On veut innover, on veut sortir des sentiers battus. Fait que pour ça, il faut accepter de se tromper. C'est juste qu'il faut apprendre. Fait qu'on n'encourage pas les gens de se tromper, mais c'est plus l'inverse. Une fois qu'on encourage, prends des notes, apprends, puis c'est ça qui va t'aider à avancer vers d'autres choses. Puis on est nous, on est humains. On a chacun notre personnalité, mais c'est quoi que nous, on peut apporter dans le groupe ou c'est quoi que nous, on peut apporter comme individu dans l'entreprise qu'on est. Fait qu'il ne faut pas se dénaturer. Fait qu'on est bon dans quelque chose, il faut le garder, puis le reste, on va voir ailleurs pour nous aider. Je t'entends parler des valeurs, puis ils sont quand même un peu hors du commun. Tu sais, quand tu vas sur les sites Internet de différentes entreprises, il y a le respect, il y a l'innovation et autres classiques là, de valeurs d'entreprise. Puis souvent, quand tu rentres dans l'entreprise, c'est pas très représenté. Ça ne te saute pas d'en face. Mais tu as commencé en disant, pour nous, c'est un mariage. Il faut que ça fonctionne. Mais après ça, tu nous nommes des valeurs qui sont tellement pas communes. Comment ça se perçoit au quotidien, ces valeurs-là, chez Souci Techno ou Souci en général? C'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup, c'est quelque chose qu'on vit. Fait que les valeurs ils ont été écrites avec l'entreprise, ce qu'elle est. On n'a pas besoin d'échanger, mais les gens qui ne vivent pas ces valeurs-là, ils ne restent pas, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise. Pour nous, le respect, là, c'est un code de vie. Fait que c'est des choses, c'est un minimum, mais ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas ce qui va orienter nos décisions. Non, c'est ça, mais c'est plus, je pense, pour créer une culture saine au sein de l'entreprise où que tout le monde a sa propre voix. Oui, dans une direction commune, parce que vous êtes là dans le but d'atteindre un projet commun, un produit commun, disons plus, mais quand même, c'est tellement... En tout cas, c'est frappant à quel point que c'est pas des valeurs que tu t'attends à associer à une entreprise, mais qui doivent sûrement avoir un impact super positif sur le climat de travail que vous avez au sein de votre entreprise. Oui, on est une entreprise familiale, fait qu'on est un petit joueur sur la planète, fait qu'il faut voir c'est quoi qui nous différencie des autres, fait que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes valeurs que tout le monde, on va se faire manger, là, fait que on a pris ce qui nous distingue, puis on fonce à fond dans cette direction-là. C'est génial. Puis, est-ce que tu penses que cette culture d'entreprise-là que vous avez réussi à créer est un facteur de succès à vos projets technologiques? Oui, je pense que oui, parce que on n'a pas peur de se tromper, fait qu'on saute, on saute puis on apprend. On est orienté humain, fait qu'on essaie de voir comment les gens l'utilisent. On rechange notre plan en fonction de comment c'est utilisé. Puis notre objectif, c'est d'innover. Fait que c'est pas de faire comme les autres. Fait que ça nous donne la chance puis l'espace d'essayer des choses. Puis... c'est des bijoux, ce que tu viens de dire là. Je trouve ça vraiment... Mais juste peut-être revenir sur ces points-là. Là. Es-tu en train de me dire que tous les projets que vous avez faits, ça n'a pas nécessairement marché du premier coup? Souvent, ça ne fonctionne pas du premier coup. Mais l'objectif aussi, c'est... La façon de vivre les projets change. Fait qu'une fois qu'on le voit comme ça, on essaie de prendre plein de petites bouchées. Fait que quand c'est une défaite, c'est pas grave, on réoriente. C'est pas un an de travail qui tombe. Fait qu'on essaie de faire plein de petits avancements. Puis on change de direction au fur et à mesure si on voit que ça marche ou que ça marche pas. Puis c'est pas grave. Là, ça nous aide juste à peaufiner notre dessin ou notre vue sur le futur au fur et à mesure qu'on a des nouvelles données. Parce que là, tu es en train de nous donner la recette. Là. C'est dans le fond, c'est de faire des petites étapes à la fois. Puis en découpant vos projets en petits morceaux, vous êtes capable après ça d'avoir la flexibilité puis l'agilité de vous ajuster en cours de projet. Oui, on divise les choses en deux. Il faut faire de l'amélioration continue, puis il faut faire de l'innovation, mais on essaie de développer notre innovation en pensant à amélioration continue. Fait que l'objectif, c'est une fois qu'on l'a livré, il faut qu'il soit capable de s'améliorer tout seul puis d'être périn dans le temps. Fait que même l'innovation, il faut qu'elle soit pensée en fonction de l'amélioration continue. Fait que des fois, il y a des plus grosses bouchées à prendre, mais il ne faut pas tout vouloir réaliser. Il faut juste faire le saut pour changer de technologie, puis après ça, laisser le temps aux gens à s'adapter et à améliorer. Fait que, ouais. Puis là, tu nous mènes avec le deuxième point que tu as mentionné qui m'a plu beaucoup. C'est la considération de l'humain. C'est de quelle façon ça se matérialise? De quelle façon vous avez pris en considération justement les employés, les collègues, les utilisateurs finaux, là, en quelque sorte? Oui, si on veut rester efficace, il faut s'assurer qu'on essaie d'enlever le plus possible à l'humain ce que l'automatisation ou l'ordinateur peut faire. Mais le but, c'est
que l'humain ne s'en rende pas compte, parce qu'il y a déjà assez de choses à gérer. On utilise un humain parce qu'il est capable de réagir vite, il se rend compte de des choses qu'on ne peut pas donner à l'ordinateur. Il ne faut pas après lui demander de lui nourrir l'ordinateur. La meilleure façon que les systèmes fonctionnent bien dans le temps, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. La meilleure façon de réaliser ça, c'est de les regarder, de les écouter, pour que ça devienne... Personne ne nous a expliqué qu'on a acheté une voiture, que quand l'essence, ça tombe, la lumière jaune allume, puis il faut que tu ailles mettre de l'essence. C'est pensé pour qu'on devine ce que ça veut dire. Il faut faire la même chose dans une usine. Fait que la seule façon de le faire, c'est d'écouter et de voir les gens travailler. Fait que ça nous prend des gens qui sont proches du plancher. Ouais. Oui, c'est important. Puis je pense que ça peut faire toute la différence. Tantôt, tu as quand même mentionné qu'il y avait de la résistance au changement au sein de ton entreprise, mais là que vous aviez une bonne considération pour l'humain. Comment vous faites cette gestion de changement avec vos employés au quotidien? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, celle-là, mais on a une phrase qu'on dit entre nous autres, là, un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. C'est formidable. C'est exactement ça. Oui, il faut aller sur le plancher, il faut marcher, il faut aller voir ce qui se passe. C'est correct d'avoir des beaux concepts, de penser à des choses assis dans notre bureau, mais il faut prendre le temps d'aller marcher puis d'aller voir. Puis il n'y a pas une fois où on ne va pas marcher, où on ne se fait pas accrocher par quelqu'un pour jaser. Ça l'aide à la résistance au changement. Là, quand ils nous voient, ce n'est pas toujours parce qu'on arrive avec un changement. Fait que l'interaction dans les deux sens, c'est au quotidien que ça se fait. On va déranger les gens chaque fois qu'on fait un changement, mais au moins, c'est pas parce qu'on arrive, on sera pas... Ils ne nous voient pas comme l'instigateur. Là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est moins chambranlant comme changement parce qu'ils l'ont vu venir et ils se sont sentis potentiellement plus soutenus dans ces changements-là, juste par votre présence sur le plancher ou la considération que vous avez pour l'humain qui est au sein de votre entreprise. Mais on le sait que le plus gros frein à ces changements-là, c'est la résistance des employés. Fait d'avoir trouvé une façon de bifurquer ou de réduire un peu le négatif ou l'effet néfaste de la résistance, c'est quand même intéressant de dire. Puis ça vient rajouter un peu à votre succès technologique parce que la technologie, c'est un monde en soi, on s'entend. Ça fait peur. Même moi qui est dedans la technologie, des fois, je suis comme « Ouf, c'est trop pour moi là, en ce moment. » Mais quand tu vois le bienfait que ça va apporter plus tard, puis pourquoi aussi, tu sais, les entreprises, souvent, ou les employés dans les entreprises sont plus « Tu vas voler ma job. » Non, je veux enlever toute la job qui est non pertinente ou répétitive ou à non-valeur ajoutée, que j'ai pas vraiment besoin de toi comme humain, mais comme ça, je vais pouvoir utiliser tes capacités humaines, comme tu as dit, qui sont capables de réagir vite, qui ont une bonne esprit de décision, d'analyse, autre que juste trier des papiers, tu sais. Oui. Mais tu l'as bien nommé, hein, l'important, c'est de créer de la valeur. Et puis, ça passe par l'humain. Là. Le but, c'est de rendre l'humain performant. Ouais. Comment tu décrirais de la valeur ajoutée, toi, au sein d'une entreprise? Oh, c'est vaste. De la valeur ajoutée. C'est une question large, là, je veux dire. On l'apprend à l'école. Nous, on en a parlé dans nos capsules vidéo sur notre chaîne. Mais je suis curieuse d'avoir l'opinion d'un autre bachelier en ingénierie industrielle. Oui. Il n'y aura pas de correction après. Non, c'est correct. Puis... pour moi, de la valeur ajoutée, là, même quelque chose qui est de la non-valeur ajoutée, si on réussit à l'optimiser, on vient de créer de la valeur, bien, c'est indirect, là, on vient d'enlever des pertes, mais un côté ou l'autre, c'est la même chose. Là. Pour moi, si on crée de la valeur, là, c'est qu'on réussit à être plus performant qu'on l'était auparavant. Okay. Puis que ce soit dans n'importe quel domaine, là, que ce soit santé, sécurité, que ce soit qualité, que ce soit efficacité, il faut les prendre toutes les trois. Fait que c'est pas juste de la production, il faut regarder les autres côtés. Fait que pour moi, peu importe, c'est créer de la valeur. Là. Est-ce que le client va être d'accord à prendre ce produit-là? Est-ce que j'ai rajouté quelque chose pour le client? Mais si oui, pour moi, je viens de créer de la valeur. Là. Okay. Génial. Ça ressemble à la définition qu'on apprend à l'école. Là. Quand le client est prêt à payer, c'est bon. Puis moi, je rajoute tout le temps, quand ça avantage tes employés, c'est bon aussi. Oui, mais le client, ça peut être un client interne. Là. Oui, exact. Moi, exactement. Pour toutes les gens qui nous écoutent, on démystifie les deux. Là. Il y a les clients à l'interne et les clients à l'externe. Exact. Puis là, tu as parlé beaucoup... là, j'y vais avec... Je vais y aller avec la question. C'est quoi votre premier réflexe quand vous faites un projet technologique?
On fait rarement un projet technologique, là. La technologie va venir comme réponse à un besoin, mais le point de départ n'est jamais la technologie. Là, fait que c'est rare qu'on ait des projets technologiques. Mais mettons que je reformule la question de Jonathan. Sans que ça soit le projet en soi là, de devenir numérique, comme on l'a déjà mentionné, c'est un processus, puis l'action de la technologie peut être un outil dans le processus. Mais là, tu as entamé ton processus par rapport à une problématique que vous aviez ciblée, puis tu trouves une solution qui est optimale ou qui est la meilleure dans les choix que vous avez, puis ça va être technologique. Ça serait quoi votre premier réflexe pour vous assurer du succès de l'implantation technologique choisie? On l'essaye. OK. Oui. Au début, on se fait toujours là, des coûts-bénéfices ou ça nous aide à partir, savoir si oui ou non ça peut être un outil utilisé pour nous aider ou pas. Mais il n'y a rien comme y toucher puis l'essayer là, pour être capable de voir si on s'en va dans la bonne direction ou pas. Même si c'est un échec, c'est pas grave, on va apprendre de ça puis on va voir s'il y a du potentiel. Fait que c'est essayer le plus rapidement possible. Mais je pense que si je reformule un peu tout ça, c'est que dans le gym numérique, on parle souvent qu'il y a des préalables à mettre en place avant d'intégrer de la technologie. Mais vu qu'on remonte un peu avec les discussions qu'on a déjà eues, vous avez déjà une bonne culture d'entreprise, vous êtes déjà près de l'humain, avec des réflexes qui pourraient être standards, de dire on rentre un nouveau projet, je vais aller voir sur le terrain comment ça se passe, qui va avoir de la résistance, comment je peux réduire un peu l'impact de la résistance au changement. Mais vous, c'est du quotidien, d'aller sur le plancher, etc. Fait que je pense que c'est ça qu'on cherchait un peu comme, pas comme réponse parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais de savoir c'est quoi vos premiers réflexes quand on parle technologie, parce que vu que c'est une grosse bébête en soi, des fois c'est effrayant, etc. Mais je pense que vu que votre structure de base de culture d'entreprise est tellement présente que vous n'avez pas besoin de vous dire « OK, il faut que j'aille préparer le terrain ». Non, mais vous pouvez vous lancer, tu sais. Oui, puis une bonne façon de bien préparer le terrain, c'est de jamais arrêter. Fait OK, il ne faut pas pousser les gens à bout pour pas qu'ils tombent en burn-out, mais il ne faut pas non plus arrêter puis revenir. Il ne faut pas que ça soit des vagues, il faut que ça soit continu. Fait quand on a fini un projet, il faut aller ailleurs pour leur donner le temps de commencer à bien l'utiliser et à l'améliorer. Mais il faut vite revenir puis toujours être dans le même état d'esprit. Ça l'enlève beaucoup de résistance parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de fin. Là. Parce que sinon, si on arrête trop longtemps, à chaque fois qu'on revient, c'est comme « Ah bon, ils viennent leur déranger notre vie. » Non, ça va être ton quotidien, ça. Fait que c'est... Ouais. Ah, puis tu l'as bien dit tantôt que vous, dès qu'il y a un projet, le but, c'est déjà d'avoir pensé à l'amélioration, que ce projet-là va pouvoir suivre dans le temps puis que ça va être continu. Je pense que votre culture d'amélioration continue est très présente aussi. Fait que ça doit aider votre projet en continu puis le continuum de tous les efforts. Là. Oui, puis ça, on a appris avec le temps. Là, c'est trop se fier sur des gens qui sont vraiment bons, mais que tout repose sur eux. S'ils partent ou s'il se passe quelque chose, on recule. Fait qu'on a mieux avancer moins, avoir moins des Superman, mais de dire « Oh, on a passé le flambeau à plein de gens, fait qu'on sait qu'on ne reculera pas. » On s'est rendu compte qu'à moyen terme, ça va beaucoup plus vite. Là. On fait moins souvent des pas de recul. J'ai déjà entendu une phrase à ce sujet-là, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui. Elle me plaît toujours cette phrase-là, puis ça ressemble vraiment à ce que tu viens de dire. Là. Ah, je l'ai. Puis si j'élargis la question par rapport au premier bon réflexe, est-ce que tu aurais en tête des préalables que vous avez mis dans votre entreprise, des préalables, des actions, des bonnes pratiques que tu sais qui agissent sur votre succès d'entreprise? On en a déjà nommé plusieurs là, aujourd'hui. Là. Il faut impliquer les gens, ça c'est une des premières choses. Puis il faut vraiment définir le problème et non, on a beaucoup le réflexe de tout de suite sauter dans les solutions. Mais on s'est donné une structure, mais notre structure, c'est vraiment être sûr qu'on suit un processus. Fait que c'est pas quoi regarder, mais c'est quelle étape faire avant quoi. Puis la première qu'on a le réflexe de vouloir sauter, là, c'est vite aller dans le brainstorm. Mais il faut être certain qu'on a bien défini le problème, sinon on dérape et on finit beaucoup plus gros qu'on aurait voulu au départ. Là. Mais je pense que c'est une bonne façon d'expliquer les choses. La problématique est la source. L'objectif que cette problématique-là va orienter ton processus, puis ensuite, le processus viendra et les solutions pourront venir ensuite des choses. Trouver les solutions, c'est le bout facile. Là. C'est facile si on n'a pas bien cerné le
problème, là, souvent, dans la recherche de solutions. C'est facile de s'égarer puis de vraiment être très, très, très focusé sur la solution. Puis après ça, d'oublier de voir, au final, j'ai-tu vraiment résolu ma problématique initiale, là? Exact. C'est un peu ça qui peut arriver aussi. Là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu. Tantôt, on a parlé de votre projet de ERP chez Souci Techno, mais vous avez tout plein d'autres projets. Je voulais savoir un peu, c'est quoi les projets que vous avez au sein? C'est quoi les gains que vous obtenez? C'est quoi les gains que vous cherchez de ces projets-là? Je sais que vous avez beaucoup de projets sous l'amélioration continue, parce que tu l'as déjà mentionné, que ça fait partie vraiment de votre réflexion, de toujours être en continuelle amélioration. Puis, vous avez aussi tout le côté de travail plus numérique qui fait partie un peu de la raison pourquoi tu es invité, pas t'es invité, mais de notre discours aujourd'hui avec le gym numérique. Quand tu penses au projet d'amélioration continue que vous avez en place ou vous avez déjà mis en place, lequel te saute le plus aux yeux comme étant des gains tellement importants puis qui ont fait un changement là, présent sur le quotidien des employés? J'en vois deux vite. Là. C'est lié à tout ce qui est le déplacement de la matière. Les gens aiment ça avoir l'attitude de décider puis faire eux-mêmes gérer leur travail. Mais dans une grosse usine où il y a plusieurs équipements, c'est impossible à l'humain d'être capable de toujours faire les choses. Fait on a pris notre ERP puis on a envoyé les tâches au charisme, une tâche à la fois, en calculant peu importe des flux tirés, des flux poussés, là, pour que l'algorithme trouve c'est quoi la prochaine tâche qui est la plus importante, la plus urgente. Puis on envoie la tâche au charisme, puis on ne lui donnera pas sa prochaine tâche tant qu'elle n'est pas réussie, la première. Fait que ça l'enlève, là, j'ai oublié de scanner, j'ai oublié ici, ça enlève toutes les petites erreurs qui, quand il y a beaucoup, beaucoup de manipulation, ça finit par faire des gros décalages d'inventaire. Fait que juste d'enlever ça, de s'assurer, des petits pots karaoké finalement, pour être certain que les tâches sont toujours bien exécutées. Pour les gens qui nous écoutent, des pots karaoké, c'est des anti-erreurs, donc c'est des méthodes mises en place pour être sûr qu'il n'y aura pas d'erreur de produite lors de l'action. Il y en a, pour donner une image, là, un pot karaoké qu'on voit souvent de nos jours, c'est de mettre nos articles sur la balance à l'épicerie. Si on ne le met pas sur la balance, on ne peut pas scanner le prochain article. Là. C'est peut-être pas le plus plaisant des pots karaoké, là. Des fois, il ne faut pas que tu te déplaces trop ensuite. Là. Mais c'est le même principe. C'est ça, exact. Je m'en allais partir avec un autre exemple de pot karaoké, mais je pense qu'on peut penser à un autre. C'est un bon exemple. Puis pour moi, c'est dans le numérique, c'est ce qu'il faut réussir, c'est de mettre... Souvent, c'est des pots karaoké qu'on fait. Là, fait que c'est réussir à mettre des pots karaoké que les gens s'en rendent même pas compte qu'il y en a un. Mais s'ils s'en rendent pas compte, c'est signe qu'on a réussi. Parce qu'on les dérange pas, ils sont capables de faire leur tâche, mais on a quand même réussi à éliminer des erreurs. Fait que c'est un win partout. Là. Puis juste avant qu'on passe au prochain... tu as vraiment parlé des bénéfices, mais c'est pas... Mettons qu'on parle de ce projet-là, on s'en va dans une conférence, puis là, on dit, on a fait un système qui nous permet d'envoyer les tâches au fur et à mesure aux caristes. C'est pas nécessairement le projet le plus sexy, mais pourquoi vous l'avez choisi, en fait? Comment vous l'avez... Nous, du caoutchouc, c'est périssable. Là. Quand on mélange du caoutchouc et qu'on met les produits chimiques, c'est comme une pâte à gâteau. Fait qu'elle commence à cuire, mais il faut qu'elle cuise, nous, chez le client, quand il la met dans son moule. Il ne faut pas que le caoutchouc commence à cuire avant qu'on l'envoie. Fait que chaque erreur d'inventaire ou chaque palette qu'on cherche, si elle finit par aller à la poubelle, ça nous coûte cher. Fait que c'est dans notre domaine, l'humain ne coûte pas cher versus la matière. Fait que l'important, c'est de trouver comment sauver la matière. Fait que c'est pas sexy, mais 4 5 sauver de matières premières qu'on ne jette pas, c'est énorme dans une entreprise. Définitivement. Et que ça, c'était vraiment un projet par rapport à la matière, puis comme tu viens de dire, sauver de la matière première. Donc, il y avait un gain monétaire là-dessus. Ça a dû faciliter aussi la tâche de l'employé. Et ici, tu nous avais nommé aussi qu'il y avait des projets qui avaient eu quand même des bons gains côté en productivité. J'ai ici devant moi là, que vous avez fait de l'optimisation de vos méthodes de travail qui a permis de réduire 6 employés de production. Fait que c'est énorme. Là. Ça veut dire que normalement, il y avait 6 employés de plus pour faire les mêmes tâches. C'est quoi vous avez mis en place pour ce projet-là? Puis comment vous avez réussi à réutiliser ces 6 employés pour faire autre chose de plus à valeur ajoutée, j'imagine?
OK, bien, Souci Techno, on est toujours en croissance, fait qu'on manque de main-d'œuvre. Fait qu'à chaque fois qu'on réussit à réduire de la main-d'œuvre, c'est juste qu'on va en embaucher moins. À part quand il y a des grosses fluctuations, là, ça arrive des fois qu'on est obligé de mettre du monde. Comme toutes les entreprises. Dans 3 semaines, 1 mois, oui, c'est ça. Mais qu'on congédie ou qu'on fait des layoffs, là, ça n'arrive pas vraiment. Fait que, ce qu'on a mis en place dans ce temps-là, c'est sur plusieurs machines. Fait que c'est juste d'afficher live en contrôle sur son haut par rapport au standard. Okay. On a mis des poids longueurs, fait qu'il voit est-ce que ce que je suis en train de produire il est plus lourd ou moins lourd que ma spécification. Mais juste le fait de le mettre dans des charts en temps réel, les humains réagissent tout seuls. Puis les gens veulent bien performer. Fait qu'aussitôt qu'on montre un standard en temps réel, bien, les gens ils se mettent à l'atteindre. On n'a pas besoin de faire de suivi, pas besoin de faire de rencontres. L'humain, il veut être fier, il veut. Fait que c'est juste des petites choses comme ça. Essayer aussi de réduire les spécifications de travail. Au lieu d'avoir des gros protocoles, bien, qu'est-ce qu'on est capable d'enlever qui va se mettre tout seul pour laisser seulement la balance à l'humain? Fait qu'essayer d'enlever tout ce que l'humain n'a pas besoin de voir. Ça fait qu'il est plus rapide, il est plus performant, puis il fait moins d'erreurs. En faisant moins d'erreurs, bien, il est plus performant. Donc, vous, votre objectif, c'est de... par rapport au fait qu'on s'entend que la pénurie de main-d'œuvre touche un peu toutes les entreprises, vous, c'est de réduire le nombre d'employés que vous avez à embaucher pour produire la même quantité. Tu avais aussi mentionné là, que vous aviez moins de main-d'œuvre que les autres compétiteurs dans le marché. Est-ce que ça vous nuit d'avoir moins de main-d'œuvre? Est-ce que vous êtes aussi performant? Non, quand on a nommé ça, là, on a une section de l'usine qu'on fait du tank lining. Là, c'est comme faire de la tapisserie de caoutchouc. Puis quand on s'est lancé dans le marché, bien, au lieu de faire comme tous les autres faisaient, on a pris un employé de plancher, un chef d'équipe, on s'est assis avec lui pour redessiner la machine. Puis en redessinant la machine, bien, les objectifs, c'était de lever le moins possible. C'est des rouleaux de 600 kilos, c'est quand même lourd, fait que c'est dangereux là, si ça tombe sur quelqu'un. Fait que l'objectif, c'est de voir comment on s'arrange pour ne pas les déplacer, ces rouleaux-là, puis être capable de faire le travail qu'on avait à faire. Fait que juste en dessinant avec l'employé, on a réussi à faire une machine qui utilise 2 main-d'œuvre de moins, puis qui roule un petit peu plus vite que la compétition. Fait que c'est juste le fait de dire, tant qu'à se lancer, au lieu de faire comme tout le monde, on prend un peu de temps, un pas de recul, puis d'aller utiliser les gens de plancher qui l'utilisaient. Eux nous amènent des idées, des façons de faire. Puis c'est après que la technologie embarque puis qu'on fait nos choses. Ouais. Puis en fait, j'ai remarqué aussi dans le discours que tu as donné, des fois, j'entends beaucoup le discours de, tu vas à l'interne, puis là, tout le monde dit « Ah, mes employés sont nonchalants, il faut tout le temps les cadrer, il faut tout le temps... » Il y a une espèce de mécanique de chat-souris ou de superviseur qui doit absolument gérer une garderie. Ou là, je t'écoutais, puis là, tu disais, hey, des humains, les employés, ils ont envie d'être bons, puis on leur donne le moyen d'être bons, puis ils le deviennent. Et c'est-tu quelque chose qui est important pour vous? C'est-tu quelque chose que vous avez orienté vers ça? Oui, ça dépend juste avec quelle sorte de lunettes qu'on les regarde. Fait qu'on veut toujours plus, on veut toujours la perfection, on peut... Mais il n'y a pas un humain qui décide de mettre son cerveau dans la boîte à lunch quand il arrive à l'usine. Là, tout le monde, ils font du bénévolat à l'extérieur, ils s'impliquent, fait que ils sont intelligents. Il faut juste leur donner la chance. Puis moi, je pense que c'est juste la paire de lunettes qu'on met. Je pense pas que nos employés sont plus positifs, sont plus performants, sont plus qu'ailleurs, mais on les regarde pas de la même façon, on les écoute pas de la même façon. Fait que c'est sûr que des fois, je me fais revirer de côté là, quand je vais dans l'usine, puis oui, mais on est patient, il sait pas tout ce qu'on fait, il voit pas ce qui... Fait que c'est plus une attitude, une façon de les regarder. Nos employés sont pas différents d'ailleurs, là, sont aussi performants, mais c'est des humains, là, ils vont réagir eux autres aussi. Là. C'est peut-être plus l'approche que vous avez par rapport aux employés qui diffère de vos compétiteurs. On va prendre une deuxième petite pause afin de respirer, puis on vous revient bientôt. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent et vous souhaite une bonne écoute. Donc, on est de retour et je voudrais juste revenir sur ce qu'on parlait avant notre petite pause. On parlait justement de la perception des employés, des gens, des opérateurs. Et je vais me permettre d'aller vers une petite anecdote de quand j'ai fait la visite avec Yannick de Souci Techno. Puis après ça, je vais te laisser expliquer là, tout ce qui était en arrière de ce que moi et Tommy, on a perçu lors de la visite. On était en train justement de marcher dans l'usine. Et là, on a croisé, il y avait un opérateur qui était assis à son poste de travail, puis il est en train de relaxer tout simplement. Pas nécessairement en pause,
Puis, tu sais, son poste de travail était en ordre. Là. Il n'y avait rien de particulier. Puis là, ben, Yannick est avec nous, il passe à côté, puis il lève la main. Il dit « Salut, ça va? » « Ouais, ça va, Yann, bye. » Puis là, Yannick, il nous regarde, puis il nous dit « Hey, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, voir ça. Quand il est comme ça, ça veut dire que ça va bien. » Puis là, nous autres, ça nous avait comme frappé parce qu'on est habitués de voir des gens, tu sais, « Ah, il y en a un qui fait rien, je vais aller le voir, là, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire, là, ça marche pas. » Là, de dire « Hey, c'est finalement quand il est calme, quand il n'est pas nécessairement sous tension, ça veut dire que ça va bien. » Fait que je ne sais pas si tu veux tout nous expliquer ce qui se cache derrière tout ça. Bien, dans une industrie où c'est les machines, nous, qui donnent le rythme, là, ça, c'était une machine qui a un employé. Fait que l'employé, s'il est assis, c'est peut-être la machine à roule. Fait que si la machine à roule, c'est correct, on fait de l'argent, tout va bien. Si tout est propre, si tout est clean, le but, c'est pas... Les gens, il ne faut pas qu'ils viennent faire du temps. Ils sont là pour s'assurer que la machine n'arrête pas puis qu'on est conforme. 100% des produits sont conformes. Fait que si ça, c'est réalisé, son prochain setup est prêt, bien, Colin, ça ne donne rien de donner des tâches pour lui donner des tâches. Là. C'est toujours un équilibre entre les deux. Là. Oui, il faut sauver, mais de l'autre côté, si on donne trop et qu'il est plus concentré pour quand il va avoir besoin d'être concentré au bon moment, bien, on a perdu plus que ce qu'on a gagné. Fait que d'aller chercher les miettes, des fois, non. Fait que faut faire attention le nombre de fois qu'on réagit. Il faut réagir quand ça va pas bien pour être sûr que ça réagit. Puis quand ça va bien, bien, c'est correct qu'on fait signe puis on encourage ça. Là. Ouais. C'est quand même une philosophie qui n'est pas commune parce que, tu sais, souvent, les entreprises, ils ont l'impression que si leur employé n'est pas physiquement en train de travailler, puis c'est sûr que dans le monde où l'employé opère une machine, c'est différent, mais quand même, la mentalité de mon employé est assis, il ne travaille pas, il y a quelque chose que je peux lui faire est quand même commune. Fait que c'est intéressant de voir que de votre côté, vous, c'est si mon employé est de même, je fais de l'argent, puis tout va bien. Oui, bien, ça dépend des machines, mais on essaie d'avoir le concept des points critiques. Est-ce que mes points critiques sont en contrôle? Oui, puis chaque machine n'a pas les mêmes points critiques. Fait qu'il y a des endroits où c'est pas grave. Il y a d'autres endroits où ce qui donne le rythme, c'est l'humain. Bien là, on s'attend à ce qu'il suive le rythme. Mais les endroits où c'est la machine, bien, est-ce qu'il contrôle ses points critiques? Oui, bien, c'est parfait. C'est ça son mandat à l'humain. Là. Fait que ça... Ouais. Ah, c'est génial. C'est vraiment une belle philosophie, une belle approche. Puis, question comme ça, y a-tu un rôle de certains projets ou de la technologie qui a fait en sorte que ça se passe comme ça, mettons, à cette station-là spécifique? Bien, cette station-là, lui, il voit ses graphiques en temps réel. Là. Fait, il y a 3 graphiques. Là. Il y a 1 qualité, 2 efficacité. Fait qu'on voit s'il est au standard. Fait qu'il roule au standard, on est correct. On voit que ses rouleaux sont à l'intérieur des chartes de contrôle. Fait que c'est parfait, sa qualité est bonne. Puis on voit son 8 heures. Fait qu'on voit si ses setups ont bien été ou pas. Fait que sur cette machine-là, le fait d'avoir mis des choses en temps réel, c'est là qu'on a dit l'humain, il veut bien paraître, il veut bien performer. Fait qu'on n'a presque plus rien à faire. Là, on a juste à regarder si les points critiques sont corrects. Puis si oui, bien, on laisse aller l'employé. Là, il est en contrôle. Là. Ouais. Fait, la technologie, là, on ne la voit plus. Est en arrière, mais c'est ce qui affiche en temps réel, c'est les graphiques. Là, mais le reste, les employés ne le voient pas, mais ils s'en servent quand même. Là. Fait que OK. Fait que finalement, il n'était pas nécessairement actif, mais il était en train de... Il était à sa tâche parce qu'il voyait ce qui se passait puis il était prêt à réagir en quelque sorte. Là. Exactement. Good. Excusez, je suis sûre que tu allais continuer. Là, on a parlé beaucoup de comment votre culture vous aide dans vos projets. On a aussi parlé de l'impact de votre culture d'amélioration continue sur des projets dont on vient d'avoir un exemple, là, donner les outils à l'employé pour être sûr qu'il est le plus performant puis que la machine fonctionne à sa pleine capacité dans la qualité, etc. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui méritent d'être, pas adressés comme étant quelque chose de négatif, mais adressés pour démontrer aux gens qu'un projet du plus banal peut avoir une grande effet sur les employés, sur votre productivité, sur votre chiffre d'affaires, peu importe. Est-ce qu'il y a des projets là, que quand tu penses à Souci Techno, tu te dis ce projet-là, là, c'est une fierté parce que ça nous a apporté tel et tel gain? Je n'aurais peut-être pas un projet, mais je nommerais une philosophie. Là, je m'occupe du département d'informatique, là, fait qu'on a des programmeurs. Par défaut, on dirait que c'est comme un jouet, eux, fait qu'ils veulent programmer.
Fait que la journée où ce qu'on leur a dit, non, on va commencer à acheter des logiciels qui font déjà le travail. Puis votre rôle de programmeur, vous, chez Sustechno, c'est de trouver comment on fait la différence que la compétition ne feront pas. Fait qu'on ne veut pas réinventer un logiciel de temps et présence. On ne veut pas réinventer un MRP. On veut pas... Ils aimeraient ça, faire ça, eux autres, c'est des beaux projets. Fait qu'au début, quand on a amené le concept de non, là c'était de la démotivation, puis on ne fera plus rien. Mais non, le numérique amène tellement de choses. On veut pas retaper les données dans les 8 systèmes. Fait que leur rôle à eux, ça va être d'être sûr que les systèmes se parlent. Leur rôle à eux, ça va être de nous aider à mettre des pokayoke dans les systèmes pour que d'un à l'autre, l'humain ne puisse plus faire d'erreurs. Fait que au départ, c'est difficile pour eux, là, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est programmer. Là, ce qu'ils se rendent compte, c'est non, là, nous, on fait du génie industriel sans s'en rendre compte, mais on va l'appliquer dans le numérique. Fait que là, c'est rendu une affaire d'équipe. Là, ils aiment ça. Là, c'est rendu des deux côtés. Là. Nous, on veut savoir comment eux programment, mais eux veulent savoir pourquoi qu'on pense à tel système, puis ça crée des dynamiques très le fun. Là. Fait que c'est plus le changement de culture qui a eu lieu, que je trouve qui nous a payé chez nous, qu'un projet en tant que tel. C'est plus la philosophie des projets. Que tous les écrans se ressemblent pour sauver du temps de formation. Fait que l'humain ne s'en rend plus compte qu'il est déjà formé à la machine. Fait que là, les programmeurs, c'est rendu qu'ils nous en parlent pour dire, là, ça devrait être quoi le prochain qu'on essaie de faire puis de standardiser pour... fait que ça devient un jeu pour eux. Fait qu'il faut les sortir de ça, qu'ils comprennent notre usine, fait aller marcher avec nous sur le plancher. Fait que pour moi, c'est ça notre plus gros succès. Là. C'est pas un projet comme tel, mais c'est de changer la philosophie du département, de dire, il faut être plus qu'un programmeur, il faut être plus qu'un technicien informatique. Là. On est là dans une usine, donc il faut mettre notre rôle au service de l'usine, puis... Je pense que c'est ça le plus beau projet qu'on a fait dans les 4 dernières années. C'est vraiment un très beau projet, surtout de réussir à sensibiliser les gens à ce que leur nouveau travail ou leur nouvelle façon de programmer va avoir un impact. Puis qu'eux aussi ils se fassent à l'idée puis que ça les remotive. Parce que tu as utilisé le terme, ils étaient démotivés au début parce qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi ils ne peuvent pas créer des nouveaux systèmes, etc. Mais d'avoir fait tout ce processus-là, là, ça me fait rappeler que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu as dit, tu sais, moi, là, je suis là pour apporter de la structure puis la philosophie qu'on a dans l'entreprise. Puis là, tu viens de réutiliser ce terme-là, là, la philosophie. C'est quoi pour toi, là, la philosophie que vous avez en entreprise? Puis c'est quoi ton rôle dans cette philosophie-là, toi? C'est un corps humain, hein, une entreprise. Là, fait que toutes les parties du corps, entre eux autres, là, il faut qu'ils s'aident. Là. Chacun est spécialiste d'une partie, puis chacun veut optimiser sa partie. Mais si ça ne s'attache pas bien avec le reste, ça ne sera jamais efficace. En m'en venant, là, j'écoutais à la radio, là, il parlait des robots là, qui essaient de faire courir des robots. Puis chaque morceau qu'on met sur un robot, il est plus performant que l'humain, mais en ce moment, il n'y a pas un robot qui court plus vite que l'humain parce qu'on est bien intégré. C'est un petit peu ça qu'on essaie de faire ou de donner comme philosophie. Là, il faut réussir à tout intégrer, il faut réussir à tout attacher ensemble. C'est ça la force. Fait que même si on a un morceau qui est vraiment fort, mais qui est mal attaché... oui, ça fait pas un bon corps humain. Non, exactement. Fait que c'est le bout qu'on essaie de rentrer un peu partout, de dire... Oui, on va t'en demander un petit peu plus, tu vas être un peu moins performant, mais ça rend tous les autres plus performants. Il faut que tu acceptes de manger ta pilule. Mais que je reviens, quand on marche, quand on voit le pourquoi, quand on sort de notre bureau, c'est beaucoup plus facile. Les employés qui nous font des propositions d'amélioration, puis qu'on leur dit non, mais qu'on leur explique pourquoi, bien, ça passe beaucoup mieux que s'ils n'ont juste pas de réponse. Là. Fait que c'est la même chose pour les cadres, c'est la même chose pour l'amélioration continue. C'est génial. Puis... je vais juste me permettre de faire un pont avec une des capsules qu'on a faites. On a fait une capsule sur la gestion des technologies. Puis justement, on amène le point dans celle-là qu'il y a une espèce de deux solitudes qui se sont créées dans les entreprises où souvent tu as le côté des gens de technologie qui vont dire que les gens sur le plancher ou les dirigeants ne comprennent rien de ce qu'on fait. Puis là, tu vas avoir les gens qui sont plus planchers ou de la direction ou du côté des affaires qui vont dire, les gens des technologies sont dans leur univers puis ils ne comprennent rien de ce qu'on fait. Mais je trouve ça bien comment vous avez réussi à briser cette frontière-là puis à réussir à unir ces deux solitudes-là puis d'arriver à un bénéfice comme ça. Là. Mais c'est un combat de tous les jours, hein? Parce que le réflexe, c'est vite de revenir dans ce qu'on connaît, puis vite oublier que les autres autour aussi y vivent. Là. Fait que c'est pas un gain qui est fait. Il faut à tous les jours taper sur le clou,
remettre dans la tête des gens que les autres aussi ils servent, ils ont leur utilité. Alors, c'est pas facile. Là, on le dit comme ça, là, comme résultat, là, mais c'est jamais fini, ça. Non, c'est sûr. C'est une roue, puis on l'a déjà dit dans le podcast, c'est une roue sans fin, oui. L'amélioration, puis peu importe le domaine. Puis j'ai adoré ton analogie du corps humain. Puis ça vient aussi m'inciter à mentionner, au sein d'une même entreprise, il n'y a pas de compétition, tu sais. Puis je pense que si ça, des fois, on le perd, tu sais, non, mais moi, j'ai vendu ça au client, fait qu'il faut le faire. Non, c'est ça. Moi, comme, par exemple, mettons, on va dire que je suis le bras droit, mais je peux pas créer ce produit-là. Fait que pourquoi toi, bras gauche, tu me dis de le produire, tu sais? Fait que ça aussi, ça doit venir vraiment changer la dynamique que vous avez au sein de votre entreprise, tu sais, de savoir que chacun est crucial au succès de l'entreprise, mais surtout, aucun est plus important que l'autre parce que même si dans le corps humain, notre petite orteil est plus petite que la grosse orteil, elle a autant d'importance dans la combinaison du pied que... Puis là, on s'entend que je connais pas la biologie, là, mais l'analogie reste la même. Il y a des études qui tendent à démontrer que le petit orteil ne sert à rien, mais ça, on ne le dira pas. Moi, je suis sûre qu'il est là pour l'équilibre, donc moi, je suis sûre qu'il était important. Sinon, le Dieu ne l'aurait pas inventé. Aucune croyance ici présente. Mais juste pour dire que c'est fou quand même comme mentalité de dire tout le monde est aussi important, que tu sois PDG, que tu sois chargé de projet, employé, c'est tout la même chose. T'sais. Exactement, c'est un tout. On a juste des rôles et responsabilités différents, mais s'il y en a un qui ne servira à rien, on l'aurait coupé. Oui. Fait que, non, tout le monde a sa raison d'être, puis tout le monde participe. Puis c'est le bout que j'aime, là, notre DG, là, les employés peuvent aller le voir sur le plancher, puis lui, il est à côté d'une machine, puis il se scelle les mains quand c'est le temps. C'est sûr qu'il faut chacun faire notre travail, là, fait qu'on ne peut pas être tout le temps aller voir ce que les autres font, mais c'est important de le faire juste pour être sûr qu'il y a un équilibre. Là. Fait que Good. L'échange aujourd'hui, je la trouve pertinente, surtout parce que malgré vos succès technologiques, tout ce que tu as rapporté, Yannick, c'est tout le temps l'humain, l'implication, nos valeurs, on essaie, on fait des essais-erreurs, on avance, on veut tout le temps s'améliorer, qui n'est pas tout le temps les discours qu'on entend quand on entend parler de la transformation numérique. T'sais. Nous, on a parti notre chaîne principalement parce qu'on trouve que le discours est très incitant, met sous pression les gens, etc. Mais tu l'as dit très bien, là. C'est un processus. Puis si la solution, lorsque l'étape de brainstorm arrive, est la technologie qui est le plus adaptée, bien là, on le considère. Mais c'est pas parce que je veux intégrer de la technologie que je fais des projets. Tu sais. Ouais. Et je pense que l'échange, en général, est très basé sur la culture puis puis l'humain de tout ça qui fait que vous avez rencontré énormément de succès. Tu sais. Oui, puis c'est un équilibre. Là. La plupart des fois, la solution va être ingénierie, maintenance ou informatique. Fait que c'est 3 ressources, nous, qui sont critiques puis qu'on n'est pas capable. Là, on pourrait en engager 3 fois plus puis ils ne fourniraient pas. Fait qu'il faut être sûr qu'on fait les bons. Fait que, oui, la technologie est là, mais pour moi, c'est un outil. Là. Je ne sais pas c'est qui de vous deux qui l'avait nommé, mais moi, ça m'a marqué. Là. Pour moi, c'est un outil pour réaliser quelque chose. Fait que l'important, c'est de voir c'est quoi qu'on a réalisé. Puis si on utilise une des 3 ressources critiques, bien là, il faut être sûr que ça, c'est la priorité. Mm-hmm. Sinon, il faut la tasser parce qu'on va s'en servir pour une autre. Fait que, c'est un outil formidable. Là. On s'en sert à plein de choses. Il faut juste être sûr de les prendre aux bonnes places puis au bon moment. Là. Puis là, vous avez réussi quand même un bon nombre de succès avec vos projets technologiques. Puis là, présentement, le gros... ce qui est vraiment populaire, c'est l'intelligence artificielle. Mais pour obtenir le niveau de gain que vous avez obtenu, est-ce que vous êtes déjà à l'intelligence artificielle? Non, puis on n'a pas commencé à regarder, on ne se sent pas prêt. Nous, on pense que la première étape, c'est d'accumuler des données. Puis pas accumuler n'importe quelle donnée. Tantôt, je parlais de nos points critiques. Fait qu'il faut accumuler des données sur nos points critiques. Les autres points, pour nous, ça va être du bruit dans le système. Fait que c'est de mettre notre infrastructure pour être sûr qu'on est capable d'accumuler les bons points. Puis après, vite essayer quelque chose parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de points critiques qu'on ne connaît pas encore, qu'on va connaître en essayant. Fait que le but, c'est pas d'attendre d'être parfait, mais il faut commencer à avoir des données avant de commencer à vouloir utiliser l'intelligence artificielle. Fait qu'on n'a pas encore notre infrastructure assez grande pour pouvoir commencer à l'utiliser. Si j'aurais pu lancer des confettis, je l'aurais fait. on est d'accord, mais sentez-vous de la pression à le faire ou vous vous dites que ça viendra quand ça viendra? Ou? Non, le groupe Souci, on est quand même chacun petit dans notre domaine. Ensemble, on fait quelque chose de gros, puis on est un gros joueur. Fait que la pression, c'est nous qui se la met.
Fait que notre but, c'est de performer. On performe. À cause de quoi on performe? Bien là, nous, on ne se fait pas comparer sur le numérique ou pas. Là. Fait que fait qu'on vend des produits performants. Notre but, c'est de ne pas arrêter, puis de faire des choses dans le bon ordre. Fait que c'est pour ça qu'on s'entoure de gens qui connaissent ça, puis essayer de nous teinter pour être sûr qu'on va réussir plus rapidement. Oui, on a le droit de se tromper, mais le but, c'est pas de se tromper. Fait qu'on va essayer d'aller prendre la connaissance des autres, se tromper le plus rapidement possible, mais le moins souvent possible. Okay. Ouais. Mais juste pour faire du pouce sur ça, on l'a mentionné, qu'en ce moment, la tendance est très à l'action. Go, 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 aller implanter la technologie, voici des fonds, voici des subventions, etc. Mais là, tu l'as mentionné, toi, on se met notre propre pression, on prend les étapes selon le niveau qu'on est prêt nous-mêmes. Donc, comment vous faites, vous, pour éviter les échos ou les tendances, la pression mise par les tendances, puis de rester sur votre plan de match à vous, tu sais? On va chercher nos partenaires au lieu de recevoir. On a beaucoup de gens là, qui veulent venir nous voir. Et puis, en tout cas, moi, je suis réticent dans mon département. Là, je pourrais parler avec la maintenance et l'ingénierie, voir si c'est pareil, mais on veut y aller aux besoins et non se faire envahir. Fait que c'est pas parce qu'on a des subventions pour faire quelque chose qu'on est rendu là. Puis ils vont prendre de nos ressources critiques. Fait que si on prend des ressources critiques pour faire quelque chose que je vais avoir besoin dans 8 ans, bien là, pendant 8 ans de temps, je ne me suis pas amélioré. Je viens de perdre de l'avance sur ma compétition. Fait que c'est une guerre de vitesse, là. Fait que l'important, nous, c'est qu'on utilise l'énergie qu'on a pour faire avancer tout de suite, pour donner du lousse pour les prochaines étapes. Il faut voir à long terme quand même, parce que des fois, c'est pas grave si on fait un petit détour, si on sait que ça va servir, mais de faire quelque chose qui est trop loin, c'est pas mieux. Mais non, c'est sûr. Moi, j'ai encore un auto au gaz. Je ne vais pas aller le brancher, mon auto. Je ne suis pas là. Ça ne me sert à rien d'aller brancher mon auto parce que la tendance est au électrique. Tu as une subvention, mettre une borne chez toi. Oui, puis je devrais la prendre puis attendre qu'un jour. Fait que, honnêtement, c'est excellent ce que tu dis parce que puis moi puis Jonathan, dans notre série de capsules, là, on le répète. Allez à votre rythme. Assurez-vous que vous êtes prêts pour la prochaine étape. Puis, tu l'as mentionné, là, l'intelligence artificielle, nous, on n'est pas là. On est rendu à prendre nos données. Puis on a une capsule sur ça, l'accessibilité aux données. Puis on mentionne aussi, tu ne veux pas des données pour avoir des données, tu veux des données qui sont utiles. Puis tu veux savoir quand est-ce que cette donnée-là est utile pour m'aider à prendre des décisions. Donc, j'adore ton discours qui dit, on va le faire quand nous, on est prêts, puis quand nous, on va voir le gain, et non parce que la tendance ou les subventions me disent de le faire. Tu sais. Exactement. Puis, comme là, nous, on est allé chercher des spécialistes pour nous aider, mais on se dit, nous, on connaît les données qui sont importantes. On ne sait juste pas comment les structurer ou les organiser. Fait que là, avant de les pousser n'importe où, bien là, on va utiliser des gens qui connaissent le numérique, mais il ne faut pas se dénaturer. Là. C'est quand même nous qui vont leur dire lesquelles données qui ont de l'influence dans notre domaine. Après, c'est à eux à nous aider à dire comment on devrait les structurer pour qu'on puisse en servir plus tard. Fait que c'est toujours un équilibre entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, puis comment on utilise les autres. Ouais. C'est sûr. Là, on approche un peu la fin du podcast aujourd'hui. J'ai une question à te poser. Là, on a échangé énormément aujourd'hui sur les succès que vous vivez chez Souci Techno, mais je voudrais savoir si tu as quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais partager aux autres entreprises qui sont à la croisée de chemin, ils commencent à discuter de leur transformation numérique, ils ont commencé, mais ils ne vivent pas les succès espérés. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais leur partager pour les aider dans leur démarche? Moi, il y a quelque chose que vous avez dit quand on s'est rencontrés la première fois qui m'avait touché. Là, c'était, pour moi, le numérique, c'est un outil. Fait que pour moi, si on veut aller dans le numérique, il faut qu'on ait trouvé sur quel problème on va travailler et non trouver sur quelle solution qu'on veut travailler. Fait que, moi, je pense que c'est important. Il faut y aller pour connaître le potentiel puis pour apprendre, mais il faut l'apprendre sur quelque chose qui va être utile puis qui va servir. Sinon, ça fait comme une bouteille à la mer, là, puis personne ne va la lire. Là, fait que c'est... Elle va peut-être revenir un jour, mais ça ne sera plus la même entreprise, ça ne sera plus le même environnement externe, puis ça ne servira plus à rien. Exactement. Fait que je pense qu'il faut y toucher parce que ça peut servir pour régler des choses. Fait qu'il faut le connaître, mais je pense que la meilleure façon de le connaître, c'est dans le faisant dans quelque chose qui va être utile. Là. Fait que c'est de trouver où un problème avant même de commencer à trouver la solution. Ouais, faire un état des lieux, puis cibler les problèmes, puis après les prioriser aussi, là, parce que... Puis même si ce n'est pas le problème numéro 1, si c'est le 3e, mais qui nous fait toucher au numérique, mais au moins, on travaille sur un problème. Fait que, c'est une bonne façon d'approcher les choses. C'est très bien dit, très, très bien dit. J'adore.
Fait que moi qui étais imposteur, fait que c'est pas si pire. Non, non. Pas du tout, au contraire. Même. Est-ce que maintenant que le podcast tire à sa fin, te sens-tu encore imposteur? Là, on a parlé beaucoup plus, finalement, de philosophie d'usine, d'amélioration. Fait que dans ça, je me sens pas imposteur, mais encore dans le numérique, là, je suis pas... Non, mais vous démontrez quand même que par ton approche, ta philosophie, ta culture, l'humain, vous avez des projets technologiques ou numériques qui ont vécu un succès grâce à toutes ces approches-là. Je pense que ça vient toucher la mission du gym numérique qui est aider les entreprises à bien se préparer pour avoir des succès technologiques. Fait que nous-mêmes, dans nos capsules vidéo, on ne parle pas de technologie parce que, comme tu l'as mentionné, c'est un processus, puis ça se peut que l'outil, par rapport à ta problématique ou ton objectif d'affaires, ça soit la technologie. Mais ça ne me sert à rien de te parler de technologie si tu n'es pas rendu là. Puis en ce moment, au Québec, énormément d'entreprises ne sont pas rendues là. Donc, l'échange aujourd'hui est beaucoup plus important que si je t'avais expliqué, si on avait pu parler de A à Z sur l'implantation d'une technologie X. Fait que c'est pour ça que je te disais au début, tu n'es pas imposteur. C'est très humble d'avoir parlé comme ça, mais a posteriori de même, je suis sûre que l'échange va être utile à plusieurs autres entreprises. Là. Oui, clairement. Parce qu'on n'a jamais pensé, nous, qu'on faisait du numérique, puis tranquillement, pas vite, on s'en rend pas compte, puis on a les mains prises dans l'engrenage, mais c'est un bon engrenage, là, c'est le fun, là, mais il faut... Ouais. En fait, là, il n'y aura pas de... Tu as le droit de répondre non à notre prochaine question, mais est-ce que tu avais écouté nos capsules avant de venir au podcast? Non. Non, parce que dans le fond, tu sais, sans le savoir, tu as couvert une bonne partie des capsules qu'on a faites. Et c'est des choses que nous, on a structurées à partir de nos expériences, nos recherches qu'on veut vulgariser, qu'on veut diffuser. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, c'est Yannick de Soucis Techno qui est venu nous parler de comment il a réussi avec son entreprise, avec les collaborations qu'il a créées au sein de l'entreprise puis avec l'extérieur. Comment vous avez réussi à faire des succès technologiques. Puis pour nous, c'est extrêmement significatif parce que on voit le résultat. Là. C'est la représentation. Ce que tu viens d'amener comme discours, comme présentation aujourd'hui, c'est bien, voici qu'est-ce que ça donne quand on met les préalables en place. Tu as parlé de l'amélioration continue, tu as parlé de l'implication des employés, toutes les préalables, tout ce qu'on a mis dans une bonne partie de notre structure puis de notre série, bien, tu l'as tout couvert sans nécessairement être influencé parce que tu les as pas nécessairement vus. Fait que, pour nous autres, c'est comme ben, toi, tu dis de ton côté, je me sens pas, je sais pas, jamais j'ai pensé que je serais performant ou qu'on serait performant là-dedans. Mais de notre côté, c'est comme ben, nous autres, le message qu'on amène, ben, c'est voici la recette, là. Voici la recette pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de malaise là, du tout. Ouais, puis j'aime la phrase de mon patron. On veut-tu vraiment être bon là-dedans? Fait que c'est quelque chose que... C'est bien dit, ça, c'est bien dit. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez apprécié les discours de Yannick, n'hésitez pas à aller écouter notre série Active ta transformation sur notre chaîne YouTube parce qu'on couvre énormément. J'aurais pu vraiment les cocher. Là. Il doit y avoir 6-7 des préalables qu'on a présentés dans notre série de 20 capsules qui ont été mentionnés par Yannick aujourd'hui, puis qui ont un bienfait dans son entreprise en ce moment. On va clore le podcast avec une dernière question pour toi, Yannick, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de notre échange aujourd'hui? Pour moi, on parle de quelque chose d'abstrait, mais finalement, c'est simple et convivial. Là. Fait que on aurait pu parler d'élever un enfant ou élever, puis ça aurait été la même... fait qu'on voit ce qui se passe après. On a une idée de comment on veut le faire. Puis après ça, c'est comment le vivre. Non, j'aimais ça. J'avais peur de parler d'abstrait, de chiffres, puis non, pour moi, vous m'avez ramené le numérique à une histoire simple. On aime ça, les histoires simples. Oui, on aime ça quand c'est simple et que ça donne des succès là, comme vous avez mis en place. Donc, merci de votre écoute aujourd'hui. On vous invite à vous abonner donc à notre nouveau podcast, mais aussi à notre chaîne YouTube, le Gym numérique. On vous dit à la prochaine, donc à bientôt!